Et on espère que vous êtes bien calés chez vous à la maison. Nous le sommes ici pour le rendez-vous du Grand Talk. Et ce soir, sur le plateau, je suis en compagnie de monsieur Alain Toussaint. Bonsoir Alain, comment allez-vous? Bien, vous-même, Brice? Ça va très très bien, Alain. Parfait. Aujourd'hui, j'écoutais une radio musulmane et on a parlé de la question de la salmoudie. Et là? Salmoudie. Après, allez-y regarder. Très bien. Vous savez ce que c'est, ça? Bonsoir Sarah, comment ça va? Bonsoir, ça va très bien et vous? Merci, ça va très très bien. Et vous Isabelle? Non. La question salmoudie, non? Non, Ok. du tout. Je vais aller chercher. Très bien, merci. Bonsoir Isabelle. Ben, c'est les psaumes, non? C'est pas les psaumes? Bonsoir à tous, Ah non, bonsoir chez vous. oui, c'est ça. Tout à fait. Il va chercher. Bonsoir Daouda. Bonsoir Brice. Comment allez-vous, monsieur Koulibaly? Je vais très bien, monsieur Anno. J'insiste parce que quelqu'un m'a écrit la dernière fois pour dire regarde encore ton ami Daouda Ouattara. Je ne le connais pas. Celui que je connais s'appelle Daouda Koulibaly. Monsieur Élisée Bolougbe, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir Brice, je vais très bien. Et vous-même? Ça va, ça va. C'est fait un joli test micro pendant qu'on y est pour votre niveau. Bon les amis, on a fait les présentations. On espère que vous êtes bien calés chez vous à la maison. Nous allons évoquer en info du jour. Je rappelle que notre invité, on en aura deux sur le plateau. Le tout premier, c'est Franck Thié. Il est commissaire général du Cyber Africa Forum. Une autre édition s'annonce. Et juste après les JT, nous serons en compagnie de M. Assalé Tiemoko, le député Assalé Tiemoko, sera sur notre plateau. On évoque notre premier point, eh bien, concerne la politique, la municipale en 2023, en tout cas pour ces deux municipales 2023. Le FPI, le RHDP, à la conquête de Cocody, en tout cas, les formations politiques Alain Toussaint prévoient, encore une fois, on est en train de subodorer, vous me direz, mais prévoient de s'allier. Exactement. Le président du FPI, Pascal Affi-N'Guessan, avait lui-même évoqué il y a quelques semaines une alliance, un rapprochement avec le parti au pouvoir. Et dans le cadre des élections municipales de septembre prochain, je pense que déjà les premières annonces se font, puisque le FPI et le RHDP devraient partir, comme on dit, faire force commune pour tenter d'arracher cette commune au PDCI. Voilà. Donc c'est une annonce importante. Parce qu'on se demandait bien par quelle alchimie le FPI allait pouvoir se positionner dans la commune de Cocody. Merci Alain. Élisée, Daouda, on est encore dans une forme de pas certitude. Ce n'est pas encore certain, les gens le pensent, donc vous connaissez l'expression, certains le pensent, d'autres le disent, mais ce n'est pas encore confirmé. Non, je pense que c'est assez clair maintenant au niveau de puisqu'ils se sont rencontrés. Il n'y a pas d'annonce officielle. Oui, pas d'annonce officielle, mais on est certain que, comme M. Affi-N'Guessan lui-même l'avait dit, ils vont s'allier et je suis sûr qu'ils vont s'allier selon les communes et selon les exigences de la commune. Maintenant, comme Alain le disait concernant le PDCI, puisque c'est au PDCI qui veut arracher la mairie, l'idée maintenant c'est de savoir est-ce qu'au PDCI ils sont en train d'affûter leurs armes dans la mesure où on sait que le député sortant est PDCI, il y a Yasmina Ounien aussi qui fait des annonces sur les réseaux sociaux pour dire qu'elle est candidate. Comment est-ce qu'ils vont pouvoir gérer tout ça pour ne pas que le PDCI perde la commune à Cocody? Élisée Bolougbe, justement, pour faire tomber le PDCI, il faut une alliance. Il faut dire qu'il est solidement implanté, le PDCI. Oui, quand même, il faut dire que ça, ce n'est un secret pour personne. La commune de Cocody, quand même, est fortement ancrée. Du moins, le PDCI est fortement ancré dans la commune de Cocody. Et ça, c'est depuis la nuit des temps. On a encore en mémoire les différentes élections qui se sont passées. Quand bien même, c'est vrai, le parti au pouvoir a déployé de gros moyens, notamment le RHDP. On a vu que le PDCI, quand même, a pu toujours passer. Même le précédent maire qui, au final, est revenu au RHDP, mais il a été élu sur la bannière commune, en fait, PDCI-RD à l'époque. Donc, c'est dit que le PDCI a quand même une véritable assise au niveau de Cocody. Donc, arracher ce bastion au PDCI demanderait effectivement beaucoup d'efforts, aussi bien pour le RHDP. Je comprends donc cette nécessité ou cette volonté des deux partis politiques de se mettre ensemble, espérant que certainement à ce prix-là, ils pourront arriver à bout du PDCI. Mais une chose est certaine, je ne pense pas que le PDCI, en tout cas, veuille laisser cette commune-là, parce que c'est une commune prestigieuse pour elle. Et on fait appel, le RHDP fait appel à quand même un de ses champions, un grand nom, Éric Tabar. Oui, exactement. Éric Tabar, qui est donc le candidat officiel du RHDP, qui est aussi le chef du protocole du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Au niveau des alliances RHDP... Je précise aussi, Éric Tabar qui est très ancré, pour utiliser l'expression à Cocody. Tout à fait. L'enfant de Cocody. C'est l'enfant de la commune. Il a grandi là-bas. Il y a quelques années en arrière, il avait déjà présenté sa candidature avec feu
Ahmed Bakayoko, notamment au niveau de la commune de Cocody. Malheureusement, ils avaient perdu les élections. Bon, cette fois-ci, il repart, donc on espère en tout cas que le jeu électoral se fera dans de bonnes conditions. Relativement donc aux alliances PDCI, RHDP, FPI. autant pour moi, c'est pas un lapsus révélateur. Je l'avoue le demander. RHDP, FPI, bon moi je suis un peu dubitative là-dessus, parce que quand on prend le cas d'espèce au niveau de la région du Moronou, par exemple, où Afin Guessan a déjà annoncé donc sa candidature au niveau de la région, le RHDP a aussi un candidat, dans la région aussi? Dans la région également, à Ondiong-Guessan. Donc on se demande si effectivement l'alliance va se faire jusqu'au bout en fait. Non, mais ou alors est-ce que ça va se circonscrire que sur les communes d'Abidjan? Mais je pense que c'est la même chose que le président du PDCI avait dit en son temps. Ils disent qu'ils allaient faire les alliances avec les uns et les autres selon en fait les exigences. Donc du coup, si moi je suis fort dans une région, à quoi ça me sert d'avoir une alliance avec toi? Donc c'est dans la commune où on sait que nous deux, on est en ballottage plus ou moins défavorable ou favorable, qu'on va faire une alliance pour aller battre celui qui est là-bas. Alors Sarah, je me tourne un peu vers vous. Dans tout ça, dans tout ce jeu d'alliance, il y a la population. Est-ce que vous ne trouvez pas un peu que ça déroute un peu les uns et les autres? Je suis PDCI, je vois mon parti s'allier avec un parti qui n'est pas le mien. Est-ce que finalement mon avis n'est pas un peu travesti, permettez-moi l'expression? Oui, alors l'alliance FPI-RHDP, honnêtement, moi, me surprend beaucoup. Je me souviens d'un parti qui a représenté quand même une opposition assez radicale, notamment pendant la période des élections. Donc je me pose des questions sur les vraies motivations et sur le pourquoi, en fait. Non, l'idée c'est que moi, l'alliance ne me surprend pas dans la mesure où... Elle ne surprend personne depuis un Oui, moment. voilà, parce que ce n'est pas la première fois que le FPI et le... Cette fois-ci, c'est RHDP, mais avant, c'était le RDR, avec Jenny Kobena en son temps et Laurent Gbagbo lui-même qui étaient dans le front républicain. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que les partis politiques s'allient en Côte d'Ivoire. Et en allant même un peu plus en avant, je pense qu'il y a des points où les partis politiques, ils se rencontrent, ils ont les mêmes objectifs, ils ont les mêmes visions. Donc, s'ils ont la même vision, pourquoi ne pas se mettre ensemble? Je pense que l'une des clés de l'élection à Cocody sera l'état dans lequel le PDCI partira à ces élections. Si Mme Onyen s'entend avec le maire actuel pour faire bloc et équipe ensemble, il y a de fortes chances que le PDCI l'emporte à Cocody, parce qu'en 2018, le maire Yassé, l'actuel maire, avait obtenu 41% des voix, quand le candidat du RHDP en obtenait 21%, feu Aka Ngwa Mathias. Et donc aujourd'hui, l'équation elle est importante parce que le FPI n'apparaissait même pas dans ses résultats, parce qu'il y avait surtout une pléthore d'indépendants qui ont obtenu qui 3%, qui 5%, etc. Donc ça se jouera forcément entre le candidat porté par le PDCI et celui qui est porté par le RHDP. Mais je pense qu'il faut faire ces projections à l'aune des résultats précédents. Si le PDCI part uni à ces élections, il y a de fortes chances que ce parti conserve la mairie. Mais au-delà de ça, je pense que l'élection passée au niveau des municipales, M. Yassé était allié avec le FPI des AFI, si je ne m'abuse. Ils étaient ensemble. Peut-être que cette fois-ci, puisque AFI est dans une dynamique de dire, bon, je vais m'allier avec le RHDP, donc il va quitter l'alliance avec le maire Yassé pour aller avec Eric Tabat seulement. Mais je pense que le capital de voix ne doit pas être important parce qu'on l'a vu un peu plus tard aux législatives, le FPI n'avait pas obtenu des résultats intéressants sur la circonscription de Cocody. Donc si on fait le rapport, je pense que ce sont les mêmes qui votent au municipal, puisque la circonscription est quand même assez définie, qui pourraient reporter leur voix sur un candidat porté par le FPI. Donc je pense que, sincèrement, tout dépendra du PDCI. S'il veut garder la commune, il devra trouver une solution au problème, ou en tout cas au cas Yaspina. Yaspina et Yassé. Voilà. Et comme il semble que c'est la même famille, certainement que cela aussi pourra intervenir pour trouver une solution qui arrange tout le monde. Très bien. On va regarder du côté de Cocody. Il y a des communes comme ça qui suscitent beaucoup d'intérêt. Port-Boué, Yopougon, le plateau. Yopougon, il y a beaucoup d'engagement là-bas. Ah, on est tous au Yopougon.
Non, mais quoi qu'il arrive, il faudrait que chaque parti en fait, puisse s'unir en interne pour pouvoir gagner une élection, avant même de penser même à s'allier à d'autres partis politiques. Il faut d'abord une union en interne avant de penser alliance avec d'autres partis politiques pour espérer gagner une élection. Ça, c'est mon point de vue. Vous êtes nombreux à nous regarder sur nos pages des réseaux sociaux, hein, Paul Kofi, Titi Elogne et bien d'autres. Merci. Et justement, puisqu'on est en train de parler de technologie et tout ça, c'est un joli point pour moi pour recevoir notre invité. Franck Yé, commissaire général du Cyber Africa Forum, nous rejoint sur le plateau du Grand Talk. Et le thème, c'est enjeux et solutions liés à la transformation digitale des sociétés et entreprises africaines. Donc, je profite, hein, donc j'ai dit à Paul Kofi et à Titi Elogne et à tous les autres. Hein. Vous êtes très nombreux donc, à interagir sur nos pages des réseaux sociaux. On vous lit, on vous lira et ce sera avec beaucoup de plaisir. Franck, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir, très bien, merci et vous? Ça va très bien, on est content de vous avoir à nouveau. Non, cette fois c'est sur un autre plateau. Effectivement. Très très bien. Dit que les choses évoluent. On espère également hein, pour le Cyber Africa Forum. On le présente à nos téléspectateurs. Qu'est-ce que c'est le Cyber Africa Forum pour ceux qui n'ont pas encore l'information? Le Cyber Africa Forum, c'est l'événement de référence et la plateforme dédiée pour toutes les questions de sécurité numérique, transformation digitale et cybersécurité et qui rassemble tous les acteurs clés du secteur public et privé autour de ces problématiques. Nous sommes à la 3e édition. C'est exactement ça. 2 éditions après, petit bilan? Bilan plutôt positif. On se rend compte que l'événement prend de plus en plus d'ampleur et qu'il y a de plus en plus de mobilisation d'Afrique, mais aussi d'Europe, d'Amérique du Nord et même d'Asie. Donc on se rend compte que la Côte d'Ivoire et l'Afrique deviennent un carrefour pour discuter de ces problématiques-là. Et on est très heureux justement d'être la plateforme qui permet de réunir tous les acteurs clés autour de ces enjeux. Sarah? Oui, alors bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. Je suis très contente de vous avoir parmi nous. J'ai beaucoup de questions, mais on est nombreux, donc je vais essayer d'aller droit au but. Mais je vais peut-être commencer avec la première qui est un petit peu d'actualité. Selon vous, quel serait l'impact de l'augmentation du prix de la data sur le développement de la digitalisation? On a souvent parlé de la data ces derniers jours et des nouveaux tarifs. Effectivement, je pense que c'est un sujet très sensible même en ce moment. Je pense que moins la data est chère, plus elle est accessible, on va dire, aux consommateurs et aux particuliers. Donc naturellement, dans les pays les plus développés, avoir un forfait Internet ne coûte pas très cher. Après, je pense qu'il ne faut pas non plus voir le problème uniquement de cette façon-là. Dans nos environnements, en Afrique notamment, développer ces nouvelles infrastructures, que ce soit de la 4G, de la 5G, coûte énormément d'argent aux opérateurs. Donc naturellement, il faut à un moment donné aussi qu'ils arrivent à les répercuter d'une certaine façon. Les coûts des licences aussi, parfois en fonction des pays, peuvent coûter relativement cher. Donc je pense qu'il y a plusieurs facteurs à prendre en compte en termes de connectivité, en termes d'investissement et en termes de couverture aussi. Justement, pardon, on n'est pas encore à la 5G, il y aura un coût associé à ça, la licence à 5G, donc je pense que d'ici là, peut-être que les tarifs vont encore augmenter. Est-ce que vous ne voyez pas ça comme un véritable frein? Alors, pas exactement. Je pense que ce n'est pas totalement automatique. Ce n'est pas parce qu'il y a une nouvelle technologie forcément que les coûts augmentent. Je pense que les opérateurs aussi, de façon générale, capitalisent aussi déjà sur les infrastructures qui sont déjà présentes. Donc en fonction, justement, ça permet de faire des économies d'échelle en fonction de la nouvelle technologie qui est utilisée. Élisée Boulougou? Je lis ici que la thématique qui sera abordée au cours de cette 3e édition du Cyber Africa Forum sera défis, acteurs et partenariats, les solutions pour sécuriser la transformation numérique de l'Afrique. Doit-on comprendre que cette transformation numérique de l'Afrique est menacée? Si oui, quelles sont ces menaces? Elle est effectivement menacée. Aujourd'hui, l'Afrique ne peut plus faire l'économie de se dire qu'on n'est pas la cible de cybercriminels, que ce soit pour des raisons économiques ou pour des raisons idéologiques. À partir de ce moment-là, où on utilise de plus en plus de moyens de connexion numérique pour travailler, pour échanger ou pour nos usages quotidiens, on ne peut plus faire l'économie de se dire qu'on ne va pas sécuriser cette transformation digitale. Donc aujourd'hui, le citoyen lambda, que ce soit vous, que ce soit moi, que ce soit une entreprise du secteur privé, une PME, une TPE ou une multinationale, comme un État, parce qu'aujourd'hui les cybercriminels n'ont plus peur d'attaquer les États. Je pense qu'on a eu plusieurs exemples récemment. Nous devons faire extrêmement attention parce que nous sommes tous des cibles prioritaires de ces personnes-là. Est-ce que nos États disposent vraiment des moyens, des outils, des ressources technologiques notamment pour faire face à cette criminalité qui se développe de jour en jour? Alors votre question est très bonne, comme toutes les autres d'ailleurs aussi, mais nos États prennent de plus en plus la mesure de ces enjeux-là.
C'est la raison pour laquelle notre plateforme existe, pour être le lieu de coopération et de partenariat pour trouver ensemble des solutions et mutualiser les ressources pour pouvoir répondre à ces enjeux. Donc c'est une prise de conscience qui est de plus en plus effective. Nous le constatons d'ailleurs avec l'engouement et les différentes personnalités qui sont impliquées depuis le début de notre événement. Et je pense, et j'ai foi en tout cas, qu'au fur et à mesure du temps, il y aura une prise de conscience encore plus grande et encore plus importante avec la mise à disposition des moyens qu'il faut. La Côte d'Ivoire le fait déjà. En fin 2021, le 22 décembre, en Conseil des ministres, une stratégie nationale de cybersécurité a été adoptée avec la mise à disposition d'environ 20 milliards de francs CFA, si je ne me trompe pas. Donc voilà, il y a plusieurs mesures concrètes comme ça qui sont prises et l'appui institutionnel aussi qu'on reçoit, nous, au Cyber Africa Forum, notamment à travers le parrainage de son Excellence Monsieur le Premier ministre Patrick Achi qu'on a eu l'année dernière, et même l'appui institutionnel du ministre Amadou Koulibaly et du ministère de l'économie numérique, démontre l'importance que nos décideurs apportent à ce sujet. Et je profite encore de cette tribune pour les remercier personnellement parce que c'est un appui très important pour nous. Isabelle. La CAF, 3e édition, quelle est l'innovation en fait cette année? Et aussi, est-ce que vous pensez que vous avez un impact véritable dans l'écosystème à travers votre événement? Excellente question encore. Plusieurs innovations. La première, c'est pour nous la possibilité, pour nos participants, d'avoir justement une plateforme d'échange, donc à travers une application qui a été dédiée pour renforcer toute la partie networking et vraiment les échanges B2B. Nous allons aussi, nous retournons au Sofitel Hôtel Ivoire, donc avec un espace d'exposition beaucoup plus grand, près d'une trentaine d'exposants. Et notre fierté, justement, c'est que la plupart de ces exposants sont des entreprises africaines, donc basées ici avec des compétences et des ressources africaines, qui viennent exposer leur savoir-faire. Nous avons aussi plusieurs initiatives, des initiatives dédiées au genre, à la promotion du genre dans le domaine du numérique, donc à travers les Cyber Africa Women. Nous avons aussi plusieurs initiatives en lien avec la jeunesse, donc un prix Fondation Génération Numérique qui va récompenser la meilleure start-up dans le domaine du numérique et de la cybersécurité. Et puis aussi un Hacking Challenge, donc qui va permettre de déceler les meilleurs talents dans le domaine de la cybersécurité. Au-delà de ça, nous avons aussi une initiative dédiée à tous les DSI, directeurs de systèmes d'information, pour les réunir et justement aller vers un cadre commun, une convention cadre pour renforcer la cybersécurité en Afrique. Et quand je vois justement entre la première édition où on parlait à peine de cybersécurité et entre cette édition et aujourd'hui, le nombre de pays africains qui ont adopté une protection, une loi pour la protection des données à caractère personnel, qui ont créé des agences nationales de cybersécurité, pas plus tard qu'avant-hier, en Conseil des ministres, une annonce a été faite en République démocratique du Congo sur ce sujet-là. Je pense effectivement que nous avons été le catalyseur et l'élément déclencheur qui impulse cette dynamique-là sur le continent. Élisée? Voilà, il a un peu anticipé sur la question. Je voulais juste revenir sur, c'est vrai, la 3e édition aura lieu bientôt, mais les 2 précédentes. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous sortir un peu le bilan de ces 2 précédentes en termes d'impact sur la question même de la cybersécurité, que ce soit même pour nos États, pour les entreprises, pour qu'on voit véritablement l'impact de ce salon? Parce que très souvent, il est reproché à ce salon-là d'être des grandes réunions de discussion, et puis après, les résolutions restent dans les placards. Comme je disais, la plupart des participants depuis la première édition sont des décideurs clés du secteur public et du secteur privé qui ont un vrai pouvoir de décision dans leur secteur d'activité. Aujourd'hui, nous avons constaté justement que depuis la première édition, la plupart des participants, notamment dans le secteur public, ont pris des mesures donc dans leurs États, dans leurs institutions, dans leurs organisations, afin d'apporter des solutions concrètes en matière de cybersécurité. Je parlais de la République démocratique du Congo tout à l'heure, mais il y a plusieurs autres pays aussi. Et cette année, nous avons la présence de plusieurs décideurs africains. Nous attendons la ministre du numérique du Bénin, le ministre de la communication du Togo, le ministre de la communication de la RDC et du numérique aussi. Donc, tous ces pays-là ont eu des avancées notables et très importantes dans le domaine de la cybersécurité depuis que justement nous avons lancé nos activités. Donc en fait, je pense qu'on permet d'être le cadre d'échange qui permet de sensibiliser, qui permet d'alerter sur les risques, qui permet de dire voici les solutions aussi qu'on apporte et comment est-ce qu'on peut accompagner concrètement ces États-là dans le domaine. Alors, oui, allez-y, terminez. Non, enfin, Vous avez terminé. Oui. Alors justement, vous parlez de risque à l'instant.
par quoi se matérialisent-ils ces risques-là? Une cyberattaque, une institution est attaquée, c'est quoi? Donnez-nous un exemple pour que nos... Il peut y avoir plusieurs types de cyberattaques, effectivement. Ces derniers temps, les types de cyberattaques dont on parle le plus sont des cyberattaques par rançon logiciel, donc qui est une attaque informatique par laquelle un cyberattaquant arrive à prendre le contrôle de tous les systèmes informatiques d'une entité et donc de crypter ces données. Et sans le paiement d'une rançon, on ne peut pas avoir accès à la clé de décryptage qui permettra de retrouver ces données. Il n'est pas dit non plus que même si on paye la rançon, on arrivera toujours à récupérer nos données. Mais ça, justement, c'est typiquement un des types de cyberattaques qui est en train d'avoir de plus en plus d'impact et lieu même sur le continent, mené par des cybercriminels qui sont basés aussi sur le continent. Et il faut faire extrêmement attention parce que c'est le cauchemar de toute organisation. Aujourd'hui, on n'en parle pas beaucoup encore ici en Afrique parce que ce n'est pas vraiment le cas, mais en France, plusieurs hôpitaux ont été victimes de cyberattaques de ce type-là. Donc quand vous êtes un hôpital, que vous avez toutes vos machines qui sont connectées de façon numérique les unes aux autres et que vous avez un rançon logiciel qui vous bloque tout votre système d'information, que vous ne pouvez pas faire fonctionner vos machines, que vous avez des patients sous respirateur et j'en passe, vous avez de la vie des gens en danger. Donc ça prend tout son sens et ça devient une problématique extrêmement cruciale. Et aujourd'hui, je vous parle d'hôpital, mais ça peut être appliqué à n'importe quel secteur d'activité. Voilà, c'est ça. On va revenir au Cyber Africa Forum 2023 qui se tiendra donc les 24-25 avril 2023. Tout le monde est invité. On a 1 minute avant la fin. C'est un événement professionnel, donc principalement réservé aux professionnels d'abord. Très bien. Très bien. Et les non-professionnels, peut-être. Vous pouvez naturellement venir. Quelques aussi. curieux peuvent toujours venir écouter aux portes. Très bien. Merci beaucoup Merci à vous. d'avoir été en notre compagnie, Francky. Je rappelle que vous êtes commissaire général du Cyber Africa Forum. On a beaucoup de questions. Il y a l'intelligence artificielle. Mais bon, pour cela, il faut se rendre au forum. On a gardé un peu de suspense pour le forum. Merci d'avoir été sur notre plateau. Merci à vous. Et puis, on a envie de dire encore succès pour la prochaine édition. Merci Quand encore. on connaît les succès des précédentes éditions. Merci. Paul Kofi, Manassé Karamoko, Landry Allen, je cite aussi, j'ai déjà dit Manassé Karamoko, et bien d'autres sont sur nos pages des réseaux sociaux. Chaque Monday également sont sur nos pages des réseaux sociaux. Eh ben, ils sont très actifs, c'est important de leur dire bonsoir. On se retrouve juste derrière. Notre invité, c'est le député Assalé Tiemoko, qui sera sur notre plateau. Et je peux vous promettre qu'on va se dire des choses. Ce sera très téléphoné. Ça sera très téléphoné, vous avez raison. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk à la suite du JT que présentait Sharon Kamara. Sur le plateau, nous sommes en compagnie d'Élisée Boloube, de M. Daouda Koulibaly, de Sarah, d'Isabelle et d'Alain Toussaint. Et nous a rejoint M. Assalé Tiemoko, député maire de Tiassalé. Bonsoir M. Assalé Tiemoko, comment ça va? Ça va bien. Comment on peut dire que vous faites l'actualité. On a noté votre position concernant donc la question téléphonie mobile RTCI, l'affaire, j'ai envie de dire, RTCI téléphonie mobile. Bon, la première question, c'est est-ce que vous êtes un peu, aujourd'hui, vous êtes satisfait de la tournure que les choses ont prise? Il faut préciser que ce n'est pas moi qui fais l'actualité. Je pense que ce sont les Ivoiriens qui font l'actualité. Ce sont les Ivoiriens mécontents qui font l'actualité. Moi, je me suis inscrit dans mon rôle, qui est celui de député, qui est aux côtés des Ivoiriens, du peuple. Et donc, pour moi, ce n'est pas quelque chose d'inédit. Au-delà de ça, est-ce que je suis satisfait de la tenue que prennent les choses? Je pense que ce qui est important de retenir dans cette affaire, ce n'est pas tant le fait que les gens reviennent aux anciens prix, ce n'est pas tant le fait qu'on demande qu'on diminue les coûts de la connexion en Côte d'Ivoire. Ce qui est important à retenir, c'est l'éveil de conscience qui est en train de naître dans notre pays. C'est cette capacité que les Ivoiriens de plus en plus commencent à avoir à dire non. C'est un élément qui est important et qui va être, pour les jours qui viennent, les années qui viennent, quelque chose de très structuré qui va permettre aux Ivoiriens de revendiquer leurs droits. Pendant trop longtemps, on nous a grugés. Pendant trop longtemps, on nous a volés. Pendant trop longtemps, l'Ivoirien, assommé par les divisions politiciennes, n'a pas pris conscience qu'il avait des droits à défendre. Et donc aujourd'hui, de plus en plus, les Ivoiriens prennent conscience que ce qui compte au fait, c'est qu'il y a une république où il y a des droits, où il y a des devoirs, mais où les citoyens sont protégés par les lois.
Et donc, je pense que c'est ça le vrai combat que nous sommes en train de mener. Et ce que nous faisons aujourd'hui est très pédagogique. On informe les gens sur leurs droits. On leur dit ce qui est juste, ce qui n'est pas juste et pour lequel ils doivent se battre. Là, ce combat qu'on mène aujourd'hui, vous voyez qu'il n'a pas de connotation politicienne. Parce que l'erreur, ce serait de laisser tomber dans une connotation politicienne. Et si on rentre dans la politique, automatiquement, il est mort. Donc, il faut garder le cap et faire en sorte que les politiciens ne viennent pas s'accaparer ça et que ça devienne une affaire de parti politique. C'est un enjeu qui est important. Des sociétés téléphoniques mobiles se comportent en violation de nos lois. Nous ne faisons que revendiquer que nos lois soient respectées. En dehors de ça, toutes les deux considérations ne nous intéressent pas. Alors, donc je pense que nous sommes dans notre dynamique. Je vais noter 2 éléments, revendiquer et un autre mot qui est régulièrement utilisé vous concernant, c'est boycott. Moi, ma tante, lorsqu'elle entend boycott, elle est à la limite un peu traumatisée. Le dernier boycott qu'elle entendait, il s'appelait boycott actif. Et quand elle entend ce mot, elle s'est dit, est-ce qu'il n'y avait pas un autre moyen que ce fameux boycott? Oui, mais le boycott peut être physique, il peut être intellectuel, il peut prendre plusieurs formes. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est un boycott intellectuel. Nous sommes dans la structuration de la pensée. Nous ne sommes pas dans la célébration des muscles. Vous voyez que moi, j'appelle personne à aller dans la rue ou à aller manifester devant une société téléphonique mobile. Non, ce n'est pas ça mon combat. Mon combat, c'est d'amener les Ivoiriens à comprendre les enjeux de ce qui se passe. Et donc, ce n'est pas l'intelligence, ce n'est pas le calme, ce n'est pas la réflexion, ce n'est pas la pédagogie que nous allons mobiliser les Ivoiriens à dire non. L'objectif, c'est que les gens disent non. Qu'ils ne disent pas toujours « oh, ça n'ira nulle part, on ne peut pas se battre ». Et donc, les gens profitent de ce silence-là pour agir. Désormais, nous voulons dire que les gens disent non, qu'on ne peut pas continuer comme ça. Mais et ce non-là, il est important. Certaines voix s'élèvent pour dire que, parce que vous disiez que ce n'est pas un combat politique, mais certaines voix s'élèvent pour dire que c'est parce que vous serez sûrement en perte de vitesse à Tia-Salé et que vous voulez être l'étendard de cette lutte. Ouh là là, mais en perte de vitesse, ça allait par rapport à quoi? Il y a votre collègue de l'Assemblée de Vassili qui en a parlé un peu. Oui, mais Vassili, bon, d'ailleurs, lui, on s'est parlé aujourd'hui, le député de Séguélon. On s'est parlé aujourd'hui, et entre parlementaires, entre députés, on s'est compris. Voilà, chacun est le fruit de son histoire. Moi, ce n'est pas maintenant que j'ai commencé ça. Ce que je fais aujourd'hui, c'est ma nature profonde. Je le fais depuis 2007. Voilà, c'est pratiquement en 2021, c'est moi qui ai mené le combat contre les COGES. Ouais. Aujourd'hui, les Ivoiriens ne peuvent plus les cotisations COGES. Ça a duré 20 ans, c'est moi qui ai mis fin à cela. Il n'y a pas eu besoin d'un parti politique ou bien d'instituer le chef de l'État ou bien les partis politiques pour qu'on ait une décision dessus. C'est moi qui ai lutté contre ça. Aujourd'hui, au niveau des pompes funèbres, aujourd'hui, les coûts pratiqués par le leader de ce secteur ont été diminués de 36% à l'intérieur du pays. C'est moi qui ai mené ce combat. Aujourd'hui, je prépare une proposition de loi qui va être déposée certainement lundi, dans laquelle je demande à l'État de Côte d'Ivoire de renoncer à la TVA sur les corps. Je n'ai pas eu besoin d'un parti politique pour mener ce combat. Donc, à Tia-Salé, ça n'a rien à voir de Salé. L'élection municipale à Salé, je vais la gagner. Ça n'a rien à voir avec le combat qu'on mène aujourd'hui. Les sociétés de téléphonie mobile, c'est depuis octobre 2021 que je mène ce combat-là. Vous vous souvenez que le 12 octobre 2021, j'ai fait une conférence de presse à la mairie de Djamé, avec mon collègue de la Djamé, le maire Farikou. C'est moi qui ai lancé, j'allais dire, un combat contre les pratiques illégales des sociétés de téléphonie mobile. C'est moi qui ai démontré que les sociétés de téléphonie mobile prélevaient de force les Ivoiriens pour des produits qu'ils n'ont pas demandé. C'est moi qui ai révélé ça. Je suis allé voir l'ATCI en octobre 2021. À la suite d'une séance de travail que j'ai eu le directeur général adjoint, le directeur général intérimaire, ils ont produit un communiqué dans lequel ils ont réaffirmé que ce que j'avais dit était vrai et qu'il y avait des fraudes dans le secteur et que l'ATCI avait pris des décisions pour sanctionner. Donc c'est un combat qui est continu. Ce n'est pas nouveau. Donc personne ne peut venir dire non, comme il est en perte de vitesse, ça n'a aucun sens. Je suis le deuxième meilleur maire de Côte d'Ivoire. C'est le gouvernement qui a donné ce prix-là. Donc comment est-ce que je peux être en perte de vitesse à Tia-Salé? Vous avez un peuple qui laisse le deuxième meilleur maire du pays pour prendre d'autres personnes. On ne sait jamais, on est en voilà. politique, monsieur. Donc, non, ne comprenez pas la chose. Ce qui se joue aujourd'hui, ce n'est pas la mairie. Ce qui se joue aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire. C'est bien noté. Ce qui se joue aujourd'hui, c'est les Ivoiriens dont les droits sont brimés. C'est noté. Et donc, en tant que député, je joue mon rôle. C'est pas une affaire de mairie. Alain? Voilà. Monsieur le député, déjà félicitations parce que vous avez levé la voix où beaucoup de personnes se taisaient face aux abus quand même d'un certain nombre d'opérateurs, la téléphonie, dans l'audiovisuel, avec les bouquets de satellites qui sont vendus à des prix 10 fois plus élevés qu'en France par exemple. Je voulais vous poser une question. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment quand même par rapport aux opérateurs de téléphonie mobile qui contribuent fortement au budget de l'État, près plus d'un milliard de chiffre d'affaires et qui payent des taxes, etc., dont une partie sert aussi à assurer le train de vie du député que vous êtes. Oui. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment
de cracher un peu au bassinet. Non, Ce qui explique aussi le silence de beaucoup de vos collègues, malheureusement, qui se taisent parce que les ressources sont plus non. Ça n'a strictement rien à voir. Les opérateurs de téléphonie mobile sont sur notre territoire et font leur activité librement. Ils sont sur un segment économique qui est extrêmement porteur, profitable, et ils réalisent des bénéfices presque indécents. Et donc, tous les Ivoiriens paient la TVA. Tous les Ivoiriens paient les impôts. Voilà, leur contribution n'est pas... C'est vrai qu'elle est importante, mais elle n'est pas plus importante que l'ensemble de ce que les Ivoiriens paient dans ce pays-là. Et donc, ce n'est pas ce qu'on va prendre comme élément pour juger leur comportement. Les lois ivoiriennes sont au-dessus de toutes les sociétés qui sont ici. Et donc, quand une loi ivoirienne est violée, c'est le rôle des Ivoiriens de dire respectez nos lois. C'est pas parce que... Justement sur ce point, oui. C'est le rôle des Ivoiriens de dire nos lois sont violées. Oui. Entre ces compagnies-là et les Ivoiriens, il y a un mécanisme qui est mis en place qui s'appelle l'RTCI. Oui. On parle un peu de ce rôle-là. Oui. Mais l'RTCI, c'est le régulateur. Justement, c'est lui qui est au milieu entre le consommateur et les opérateurs pour que les droits des uns et des autres soient protégés, soient garantis. Mais vous savez, quand j'ai rencontré le directeur de l'RTCI, je lui ai posé une question au sujet des prélèvements abusifs que les gens font. Quand vous vous levez le matin, on vous dit que vous avez souscrit à un produit, on vous a prélevé 200 francs. Ou bien on vous a prélevé 300 francs. Quand vous multipliez ça par 10 millions de personnes, vous êtes peut-être à 300 millions qu'ils ont pris en une seconde. J'ai demandé à la TCI, est-ce que vous avez les moyens de contrôler ça? C'est ce qu'ils m'ont dit. Le DG m'a dit, entre les opérateurs de téléphonie mobile et les clients, sur la plateforme, il y a d'autres opérateurs qui ont acheté des accès à la plateforme et qui facturent des services aux Ivoiriens et dont les Ivoiriens n'ont pas connaissance. C'est-à-dire un opérateur est au milieu entre la téléphonie mobile et le consommateur, il est derrière, il facture des choses que l'Ivoirien ne sait pas. On pense que c'est la téléphonie mobile, or c'est notre opérateur qui vend des produits avec lesquels on n'a soumis aucun contrat. Et donc, la TCI n'a pas toujours les moyens de protéger les droits des Ivoiriens. Vous voyez la dernière décision de la TCI, quand vous la lisez, vous voyez qu'ils disent que tous les chiffres qu'ils évoquent là, chiffre d'affaires 1000 milliards, ainsi de suite, 43%, ce sont seulement les déclarations des opérateurs. C'est-à-dire que notre pays aujourd'hui n'a pas encore acquis le matériel suffisamment pour pouvoir contrôler les flux financiers dans le secteur. De sorte qu'on se contente de ce qu'ils nous disent. Quand ils disent qu'on a fait 1000 milliards de chiffre d'affaires, on n'a aucun moyen de vérifier que c'est effectivement les montants réels qu'ils ont déclarés. Donc, on n'a pas encore tous ces moyens-là. Donc, le régulateur est un peu parfois dépouillé et ne peut pas agir pour protéger les droits des populations. Rapidement, est-ce que le régulateur peut réguler librement quand, très souvent, ceux qui dirigent les agences de régulation ont été eux-mêmes des fonctionnaires, enfin pas des fonctionnaires, des collaborateurs de ces compagnies de téléphonie? Mais justement, alors, comment est-ce qu'on peut faire? Vous savez, moi j'ai demandé au président de la commission des affaires culturelles de faire la procédure pour qu'on convoque tous les acteurs du secteur. Parce qu'on n'a pas... Moi, en tant que journaliste, je sais qu'il y a des conflits d'intérêts extrêmement graves. Des relations incestueuses. Oui. Entre députés et opérateurs de téléphonie mobile, entre régulateurs et opérateurs de téléphonie mobile, il y a des conflits d'intérêts extrêmement graves. De sorte qu'il y a une paralysie complète du système quand il s'agit de prendre des sanctions. Oui. Donc, une enquête parlementaire doit être faite. Tu dois pouvoir me permettre de savoir qui fait quoi dans le secteur. Comment un député peut être actionnaire, par exemple, d'une société de téléphonie mobile? Quel pouvoir? Mais qui vous indexez là? Non, je n'indexe personne. Il l'explique. Je dis comment un député peut être actionnaire d'une société de téléphonie mobile. Vous savez que très souvent, récemment, une société de téléphonie mobile a ouvert son capital. Tout à fait. Il a vendu plein d'actions. Beaucoup d'Ivoiriens, y compris presque tout le monde, est allé prendre des actions là-bas. Quand vous êtes député, vous n'avez pas le droit de prendre des actions? Oui, mais ça pose un problème. Oui, d'accord. Juge parti. Vous pouvez être juge parti, puisque vous pouvez faire une commission d'enquête. Si vous êtes actionnaire dans une société, tu grilles les Ivoiriens, comment vous pouvez faire l'enquête si vous êtes actionnaire vous-même dans cette société-là? Il y a des conflits d'intérêts. Donc, toutes ces choses-là, on doit pouvoir maintenant s'asseoir et regarder de près qui fait quoi dans le secteur. Très bien. Voilà, c'est important qu'on en Élisée parle. Balougou, j'ai la prochaine question pour vous. Oui, très bien. En tout cas, c'est à là que je voulais justement en venir, parce que je suis en train de dire qu'on a vu que vous avez porté plusieurs initiatives qui ont porté des fruits. On est parti du COGEP, pardon, du COGES, suppression du COGES. Là, aujourd'hui, vous avez porté ce combat-là qui semble être en train d'aller dans de très bonnes voies. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on est un peu dans une symphonie inachevée? J'explique.
Parce que la chose la plus importante, ce n'est pas juste de dénoncer ce qui se passe, Oui. mais c'est de surtout retracer ce qui fait qu'on se retrouve dans une telle situation depuis des années Oui. et que personne ne semble avoir vu les choses passer. Comment on explique ça? Comment on explique que depuis des lustres, on est dans un tel système où les Ivoiriens sont grugés, volés, pillés, spoliés et que jusque-là, personne n'a pu le faire remarquer? Je voudrais vous faire remarquer que sur les pratiques des téléphones mobiles, j'ai fait plusieurs enquêtes en tant que journaliste. Mais vous savez que ça a une des raisons pour lesquelles je suis allé dans la politique, parce que j'ai compris que parfois les enquêtes que je faisais et pour lesquelles parfois je prenais de gros risques, une fois qu'elles sont publiées, elles ne provoquent qu'une émotion que le temps de la lecture. Quand les gens finissent de lire, ils déposent ça là-bas. Et puis, il n'y a aucune décision qui est prise par derrière. Donc aujourd'hui, vous voyez que les choses bougent un peu parce qu'il y a des acteurs qui ont un pouvoir de décision ou bien de prise de parole et qui font que quand ils parlent, il y a un écho. Aujourd'hui, quand je parle, il y a un écho parce que je suis député. Et donc, j'ai un certain pouvoir, il y a une certaine représentativité qui fait que ma voix est écoutée aujourd'hui. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a des choses qui sortent. Quand vous prenez ce que le confrère dit, j'ai rencontré une fois une autorité, je ne sais pas son nom, qui m'a dit, ah, Saleh, écoute, on est mal barré. J'ai dit, mais ça veut dire quoi? Il dit, vous ne pouvez pas imaginer combien de fois la corruption a étendu ses racines jusqu'au cœur du système. Et que même ceux qui ont les plus grandes volontés qui veulent agir, parfois les mauvais grains sont tellement puissants que tout de suite vous abandonnez parce que les coups de feu que vous recevez, parfois vous étonnent. Et donc, la machine elle-même est grippée par un ensemble de comportements totalement déloyaux, illégaux, qui ont eu tellement de force qu'aujourd'hui, toutes les initiatives qui veulent sortir sont paralysées. C'est complexe. Quand on prenait même la haute autorité de la bonne gouvernance, attends, moi je suis député, on nous a dit, vous devez déclarer vos biens. Je suis allé déclarer mes biens. Numéro de compte, tous mes comptes bancaires, j'ai tout fourni. Donc, ils ont tout ce qui est dessus. Ils peuvent vérifier tous les jours. Les voitures que j'ai, ils ont tout ça. Mais il y a des collègues qui refusent de déclarer leurs biens. À qui on ne fait rien. Mais à ce Il y niveau, a des fonctionnaires, il y a des fonctionnaires qui gèrent des caisses de l'État, qui sont soumis à déclaration des biens, mais qui ne le font pas. Monsieur le député, est-ce que ce n'est pas là qu'il y a une insuffisance au niveau du législateur? Parce que si la loi fait obligation de déclarer ses biens, que quelqu'un dit qu'il ne déclare pas ses biens, qu'est-ce que la loi prévoit? Quelle est la mesure coercitive? La loi a prévu les mécanismes. Hein. Mais voilà, la loi, le mécanisme ne met pas en place. La loi a prévu les sanctions. Demandez pourquoi on ne les met pas en branle, Oui. en œuvre. Oui, pourquoi on ne le met pas en C'est œuvre? des questions. Voilà. Donc, on est dans une situation qui est très préoccupante. Tout ce qui se passe là, au téléphonie mobile, ce n'est que, j'allais dire, un peu la face visible hein, de l'iceberg. Là, on a tué la téléphonie mobile, mais il y a d'autres secteurs où les pratiques illégales sont encore un sport national. Et donc, comme aujourd'hui, cette téléphonie mobile, ils prennent les pots cassés. Mais après eux, on va élargir un peu le filet pour que d'autres secteurs comprennent qu'on arrive là-bas aussi. Et donc, ce que moi je veux dire, c'est que je suis heureux que les Ivoiriens percutent maintenant. Vous voyez, quand on a pris la décision sur les COGES, ça allait vite parce que le chef de l'État a percuté très vite. Il a compris que chaque rentrée scolaire, il y avait des palabres dans les écoles à cause des COGES. Et puis voilà qu'un élu, dans sa commune, a trouvé la solution. L'État n'a plus à hésiter et il doit se mettre dans cette branche-là. L'État est rentré très, très rapidement et ça a été fait. Sur la question des téléphonie mobiles, je peux vous dire qu'aujourd'hui, il y a une réforme qui arrive. Et c'est presque un scoop que je vous donne. Il y a des dysfonctionnements graves au niveau de l'autorité de régulation. Entre la direction générale et le conseil de régulation. Des dysfonctionnements extrêmement graves. De sorte que un projet de réforme de l'ordonnance sur les télécommunications est en train d'être envisagé. Mais en même temps, comme je connais le contenu de ce projet qui arrive, j'interpelle déjà pour dire, dans toute société, pour les questions de gouvernance, on ne peut laisser aucune direction générale sans contrôle.
C'est clair. Il faut bien. Non, je passe Ça, un message comme ça. c'est clair. C'est un message que je passe. C'est vrai que Ceux qui écoutent, ils savent de quoi je Non, parle. mais justement, quand vous placez des messages énigmatiques comme ça, Mais- on va vous donner les détails. Ceux qui écoutent, Forcément. ceux qui écoutent, Non, mais ils forcément. savent Les de quoi initiés je parle. comprendront. Mais moi, ce que Ceux je- qui prennent les décisions, ils prennent acte. moi, ce que je C'est veux pour ça qu'on est savoir- informé et qu'on n'acceptera pas J'ai une question. qu'on laisse l'impunité s'installer dans une régulation avez la question en pour privant pouvoir passer sur le le Conseil de programme. régulation de ses Mais- pouvoirs merci. pour donner les pouvoirs à d'autres entités. Oui, monsieur le député. Merci. On entendait quelques voix s'élever pour critiquer peut-être la manière, le boycott en soi, mais quand on vous entend et qu'on entend ces dysfonctionnements, et voilà, il y a des critiques sur le fait que peut-être il y aurait dû avoir des initiatives pour réunir tous les opérateurs, la RTCI, pour discuter, mais j'ai l'impression qu'il y avait peut-être très peu d'autres choix que le boycott pour avoir des Oui, résultats. on n'a pas de choix concrets. que de boycotter. Vous voyez que le régulateur lui-même est pris dans le taux, pratiquement dans le taux, devant les vents contraires qui sont dans le secteur. Ouais, ce qui se passe aujourd'hui est grave. Ils ont pris une décision d'augmenter. Le régulateur l'a demandé Je vais revenir. revenir en arrière. Tout de suite, il y a un opérateur qui est revenu et qui pratique les anciens prix. Pendant que deux autres continuent de pratiquer le prix annulé. C'est quelle raison Raison évoquée, je veux dire. Ah, ils prétendent qu'ils doivent reparamétrer leur Oui, je système. pense qu'on leur a laissé 3 Non. semaines. Hein. Oui, 3 non, mais semaines c'est- pour, mais c'est euh, grave. On le fait paramétrer. Mais immédiatement. entre-temps, les prix qu'ils facturent aujourd'hui sont illégaux. Ils font ce qu'ils Donc, il doit avoir un remboursement selon vous. Plus Voilà, ou est-ce qu'il va y avoir un remboursement? Les prix qu'ils facturent aujourd'hui sont totalement... Puisque c'est les prix annulés, Oui, bien sûr. suspendus, Oui. mais qui continuent de facturer. Qu'est-ce qu'on fait? Quand ils vont revenir aux anciens prix, est-ce qu'ils ont pris dans l'intervalle, ça fait 10 milliards, 20 milliards, qui rembourse ça? Donc, un des opérateurs pratique les prix légaux, deux pratiquent des prix illégaux. Et le régulateur n'a rien à dire dedans. Est-ce qu'on peut pas le mettre à la personne pour dire, vous ne pouvez pas prendre 3 semaines pour changer les prix? Mais moi, ça Il n'y a pas m'amène- moyen pour faire ça. C'est d'autant plus qu'il y a un opérateur qui, lui, systématiquement, a pu changer. revenu à l'arrière. Donc, qu'est-ce que vous, Il y a un vous n'avez pas problème. pu La question que moi je pose, en fait, sur la question. Sur la base de la quoi on RTCI. leur donne 3 semaines Non, en fait, je voulais Non, pas on dire- leur pendant 3 semaines. Ils disent qu'ils vont le faire sur 3 semaines. Ils disent Ils qu'ils ont ne dit- peuvent ils ont pas changé le les faire prix avant 3 systématiquement parce qu'il y a 3 opérateurs, c'est Move qui est revenu, MTN et Orange disent, MTN a parlé de 2 semaines, Orange a parlé de 3 semaines. Mais moi, la question que je vous pose, monsieur le député, c'est est-ce qu'à l'ARTCI, il n'y a pas une sorte de bicéphalisme qui ne dit pas son nom? Mais tout à l'heure, c'est de ça que je parlais. Je vous dis qu'il y a des Mais parce que vous êtes énigmatique. il y a Or, de- il y a de on a le graves devoir problèmes. de dire les Il y a choses aux de gens. graves problèmes de dysfonctionnement. Non, je suis législateur. Donc un Mais test déjà, n'est le pas encore. conseil de régulation, ça Voilà. va un peu... Il y a le conseil de régulation C'est ça. qui est là déjà, qui travaille. Il y a la direction générale aussi qui est là, qui travaille. Mais si tout ce scandale est arrivé, parce que c'est un scandale, hein, parce qu'on ne peut pas prendre une décision, la mettre en application, puis le même jour, on la retire, ça veut dire qu'il y a eu un problème par derrière, et qu'il y a eu une coordination qui n'a pas fonctionné, et que derrière, il y a des choses qui n'ont pas marché. Donc le régulateur a 2 têtes. Il y a le conseil, et puis il y a la direction. Si on est arrivé à test, parce que vous voyez qu'il y a eu un communiqué du régulateur le 7, publié le 19, pardon, à 19h sur sa page Internet, sur son site, qui dit qu'eux, ils n'ont pas diminué, ils n'ont pas augmenté. Lisez le communiqué. Ils disent que, bien au contraire, ils ont diminué. De 1 à 0,8. Voilà, le coût de le coût plancher, de 1 à 0,8. D'accord? Et que par conséquent, ce n'est pas ça qui a provoqué les augmentations. Et donc, et en même temps, il affirme que les opérateurs sont librement dans la possibilité de fixer leur prix. Or, dans le même temps, vous avez une décision du Conseil qui demande aux opérateurs d'annuler tous les anciens prix et de rendre conforme leur prix avec la nouvelle décision du Conseil. Dans le même temps, la direction dit qu'eux, ils n'ont pas augmenté C'est ça. et que les opérateurs sont libres de fixer leur prix. D'un autre temps, le Conseil dit, vous fixez les prix que nous, on vous indique. Donc, Il y a un bicéphalisme. problème au Conseil. Très bien. Et donc, il y a une réforme qui arrive, mais en même temps que nous trouvons un peu dangereuse. Très bien. Alors justement, vous parlez qui arrive, on va évoquer la question de l'avenir. Ouais. Prochaine étape, next step, qu'est-ce que vous envisagez? Next step, c'est comme on va dire tout à l'heure, j'ai fait un communiqué. Parce que, vous savez, j'ai lu un livre écrit par un confrère, Antoine Glaser, qui dit que le titre c'est arrogant comme les Français. Vous ne pouvez pas, dans un contexte où les Ivoiriens sont en colère, vous comporter en super entreprise pour faire croire aux gens que vous, on ne peut rien vous faire. Qu'est-ce qui les empêche de faire un petit communiqué pour dire à leurs clients,
les consommateurs que pour telle raison, nous sommes dans l'impossibilité de passer immédiatement aux anciens coûts et que permettez-nous d'aller à tel endroit. Il faut la loi dit que vous devez être transparent avec les consommateurs. C'est dans l'article 171 de l'ordonnance. Transparence avec les consommateurs. Et donc, les consommateurs voient que sur le même segment, un opérateur pratique les prix que l'État de Côte d'Ivoire leur demande de faire, et puis deux sont dans l'illégalité, et il n'y a aucune décision qui vient leur dire on vous contraint dans 72 heures à revenir aux anciens prix. Alors, ils fonctionnent comme si c'était des sociétés dans un État. C'est ça. Non, mais quand même, le porte-parole du gouvernement, quand il est passé donc, au journal de 20h sur une oui, chaîne... Oui, mais quand le gouvernement dit que certains vont le faire en 72 heures, d'autres ils disent qu'ils peuvent le faire sur 3 semaines, qu'est-ce qu'on fait des coûts qui sont annulés? Qui rembourse? Parce que les coûts qu'ils pratiquent aujourd'hui sont illégaux. Qui endosse la facture? Qui endosse la facture de ce qu'ils sont en train de prendre aujourd'hui? C'est les citoyens. Alors, monsieur, c'est le constat qu'on fait. Il y a un problème. Monsieur le député, Oui. la situation que vous déplorez n'est-elle pas à l'image de ce qui a été créé comme climat, puisque dans ce pays, quand même, on a vu, là j'élargis un peu le spectre de notre propos, des dirigeants d'entreprises publiques débarquer sans qu'il y ait eu de suite. Donc, à la limite, les opérateurs, ceux qui tiennent ces compagnies, estiment que dans ce pays, il n'y a pas de règles, dès lors que l'État lui-même ne fait pas montre de transparence. Parce que quand vous débarquez un patron d'entreprise publique sans qu'on en sache la raison et que ces personnalités, certaines même, se retrouvent au Parlement, sans suite judiciaire, sans explication au contribuable. Tout à l'heure, vous parlez des consommateurs pour les compagnies de téléphonie, mais le contribuable, celui qui finance l'État, n'a pas d'informations précises sur ces événements-là. Est-ce que ce n'est pas la réplique de ce que l'État lui-même a comme attitude qui amène ces entreprises à se comporter de la sorte? Mais justement, ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire que moi, je suis de l'organe législatif, et moi, je considère que dans un système comme le nôtre, le Parlement doit avoir un rôle clé à jouer. Quand l'État de Côte d'Ivoire prend des décisions et que les opérateurs économiques en font à leur tête, il faut bien qu'on nous explique pourquoi est-ce que l'État est incapable de se faire respecter. Et donc, moi, en tant que député, tout ce que je peux faire, c'est de demander qu'on se batte, tout ce que j'appelle les Ivoiriens à se mobiliser pour ça. Que notre Parlement, pour une fois, accepte qu'on convoque tout ce monde-là devant les parlementaires. Et que cette séance-là soit publique, retransmise en direct, et qu'on pose des questions à tout ce beau monde-là qui dégouline d'argent. Le secteur est extrêmement rentable. Ça se chiffre en milliers de milliards. C'est ça. Mais le consommateur, lui, nulle part, on ne le prend en compte. Et donc, nous sommes désormais là pour dire il y a des choses qu'on peut accepter, d'autres qu'on ne pourra plus accepter. Très bien. Et donc, on a mené les Ivoiriens. C'est le nouveau Zoro des temps modernes. Non, ce n'est pas une affaire de Zoro. C'est un député. Le député, il joue son rôle d'être le garant de la tranquillité du peuple qu'il a élu. Merci beaucoup. C'est pour ça que nous sommes en train de nous engager. Et c'est un combat qui, comme il l'a dit, qui est intellectuel. Et on ne va pas se laisser manipuler par des acteurs politiques. Tout ce que nous voulons, c'est que les Ivoiriens soient respectés et que nos lois ne soient pas piétinées par des acteurs qui se croient au-dessus de nos lois. C'est ce que nous voulons. Voilà. Merci beaucoup, M. Saleti Moko. Ça tombe très très bien hein, que vous en parlez, vous parlez tout à l'heure du chef de l'État. Eh bien, comme tous les jeudis, vous avez l'occasion de lui parler. Monsieur le Président, vous êtes venu d'Arda parce que là, il y a le député sur le plateau. C'est vrai que j'ai failli qu'il a le annuler téléphone ma au venue, moins? mais pardon? Vous avez rechargé votre téléphone, Monsieur le Président? Tout à fait. C'est un grand bonheur pour moi d'avoir Assalé. Bonsoir, messieurs, dames. Vous savez, c'est un grand bonheur pour moi de l'avoir. Vous savez, moi, j'ai présidé un conseil des ministres il y a quelques jours. Et je peux vous dire que lors du conseil des ministres, j'avais demandé des points à certains ministres, notamment au niveau de leur budget, la gestion de leur budget. Mais je vous assure qu'il y a plein de ministres qui tardaient à me faire le point. Je leur ai dit, je vais appeler Assalé. Comme je dis, tout de suite, les points sont sortis. Donc, je voudrais vraiment dire bravo à Assalé, parce que même en conseil des ministres, il a quand même... Vous avez évoqué l'histoire au conseil des ministres, je ne sais pas si vous en avez parlé, du pasteur qui a été tabassé. Ah oui, bien sûr. C'est un point qui vous tient à cœur? Non, mais Jésus même a été tabassé également. Je ne vais pas vous le dire, nous venons de célébrer la Pâque. Bien évidemment, je voudrais compatir à ce coup qu'il a reçu. Mais je peux vous dire que j'ai prévu quelque chose pour la soulager parce que je crois qu'il a été tabassé pour des raisons de loyer impayé, je crois. Voilà, et donc j'ai instruit le ministre, bien évidemment, de la construction à l'effet qu'un terrain lui soit
bien évidemment octroyé au niveau de Pain-Ou. Voilà. Au niveau de Pain-Ou. De Pain-Ou. Oui, Pain-Ou, c'est dans la région de Diopoué. Tout à fait. Au niveau de Pain-Ou, dans le département de Bangolo, plus précisément. Voilà. Donc, il sera recasé. D'accord. Monsieur le Président, vraiment merci beaucoup et je crains de parler d'autres sujets. Bien je sûr, peux encore vous évoquer. Je dois échanger avec Assalé parce que j'ai encore 2 dossiers qu'il va régler lui-même. Bravo Assalé. Et pour la petite histoire d'ailleurs, ce qui m'a un peu fait mal dans cette histoire de la TCI, j'étais en train de faire une vidéoconférence. J'étais en pleine vidéoconférence et je peux vous dire que j'ai sollicité un prêt auprès de la Banque mondiale et donc j'attendais le retour. Dès que l'agent de la Banque mondiale devait me dire également le montant du prêt qu'on m'octroyait, la connexion a commencé. Vous n'avez plus les dates, Sacré ATCI. Vraiment, Assalé, je vous attends parce que je dois avoir le point. Tout de même, j'attends quand même mon prêt. Que vous soyez pas content. Voilà, je ne suis pas du tout content. Je comprends votre problème. On a été très heureux d'être en votre compagnie. Merci beaucoup, honorable Assalé Tiamoko. Merci Alain, merci Isabelle, merci Sarah, merci Daouda, merci Élisée. Demain, on sera sur ce même plateau. Prenez soin de vous et des autres. Que Dieu veille sur vous, que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Bravo, merci.